Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais poursuivre sur le sujet de la guerre froide qui se construit, qui se concrétise de plus en plus entre les USA et la Chine, et essayer de répondre à une question qui me tracasse pas mal, c'est de savoir qui va gagner au final ce conflit entre USA et Chine. Alors, si on regarde les données de base, a priori, il n'y a pas photo. La Chine sort archi favorite on va dire, du rapport de force. Le premier graphique plus significatif pour moi, le graphique le plus important, qui est la consommation d'énergie, est largement à l'avantage de la Chine, puisque en gros, les États-Unis sont à 26 000 TWh, la Chine est presque à 50 000, donc on est presque au double, avec en plus une dynamique beaucoup plus favorable à la Chine actuellement, avec un écart qui s'accroît entre les deux pays de façon exponentielle depuis la fin des années 2000. Donc cette consommation d'énergie, elle reflète la puissance manufacturière d'un pays, notamment les capacités de production. Donc notamment dans le domaine militaire, c'est un avantage considérable d'avoir de dominer sur le plan manufacturier. On peut produire plus de missiles, plus d'avions, plus de navires, plus de tout ce qu'on veut, plus de richesses pour le pays. Et puis, traditionnellement, dans l'histoire des civilisations, ce sont toujours les civilisations qui ont maximisé l'utilisation de l'énergie qui l'ont emporté sur les autres. Alors ça, c'est un argument assez fort. Le deuxième point qu'on peut regarder sur un problème d'effectifs. En population active, la Chine a 4,5 fois plus de travailleurs que les États-Unis. Ils ont plus d'effectifs dans l'armée, même si le ratio est déjà plus équilibré. 7 fois plus d'ingénieurs diplômés chaque année. Il n'y a que dans le matériel militaire, dans certains domaines du matériel militaire, que les États-Unis gardent l'avantage. Par exemple, les avions de combat, le nombre de missiles, etc. Donc, quand même, le rapport de force est très largement en faveur de la Chine globalement. Donc, on peut se dire, le résultat à venir est plié, c'est quasiment assuré que la Chine va l'emporter à terme. Pourtant, vous avez des spécialistes, des historiens, spécialistes des conflits, de géopolitique. Il y a Philippe Fabry, il y a le sino-sceptique Gordon Chang, qui s'est quand même planté dans ses prévisions d'effondrement de la Chine au début des années 2010, mais dont les arguments restent à prendre en compte, qui sont convaincus que malgré tout, les États-Unis vont l'emporter, ils en sont sûrs à 100%, vont l'emporter sur la décennie qui vienne à cause de diverses fragilités qui existent en Chine. Alors, je vais maintenant vous détailler les fragilités auxquelles je pense personnellement et qui aussi me font penser que, contrairement aux apparences, je donne largement les États-Unis favoris dans l'avenir de ce conflit. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a d'abord le sujet de la démographie. Donc, on a vu, la population active en Chine est bien supérieure à celle des États-Unis. Par contre, la dynamique, elle est clairement en défaveur de la Chine et en faveur des États-Unis. Alors, je vais tout de suite vous montrer les chiffres qui sont disponibles. Alors pour les États-Unis, voilà la situation de la démographie. Donc la population âgée de plus de 65 ans est en croissance, certes. Donc on va passer de 75 millions, on est ici donc de 60 millions à 80 millions d'habitants en 2035, mais ils ont dans le même temps une dynamique favorable pour la population active pour les 20-64 ans qui va rester en croissance sur les prochaines décennies de façon à peu près certaine, au moins jusqu'en 2040. Bon, on va pas chercher à faire des prévisions économiques et géopolitiques au-delà de 2040 parce que là, c'est vraiment tirer des plans sur la comète. Donc, comprennent d'ailleurs en définition de la population active la tranche 20-64, 15-64 ou 15-59. Dans tous les cas, on a de la croissance même sur la tranche 15-59.
Si vous regardez la situation de la Chine, on est tout à fait d'un rapport de force, enfin d'un rapport entre générations beaucoup plus défavorable. Donc voilà, je pars sur la Chine. Voilà ce qui se passe. Alors la population active 15-59 ans est déjà en train de chuter et ça va s'accélérer dans les prochaines décennies. Donc perte de population active. Si on prend la définition 2064, on aurait encore quelques années de plateau jusqu'en 2027 avant une chute importante. Mais dans tous les cas, vous voyez que la dynamique est beaucoup plus défavorable que celle des États-Unis. Et si on regarde maintenant la population de plus de 65 ans, on a une croissance qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide, donc un vieillissement accéléré par rapport aux États-Unis, puisqu'on passerait d'un peu plus de 200 millions d'habitants à 350 millions en 2040. Donc il y a un rapport de force entre actifs et retraités qui va s'effondrer en Chine sur les 15-20 ans à venir. Donc ça, c'est un premier gros désavantage et c'est un facteur de délitement du contrat social qui s'observe aujourd'hui en France, d'ailleurs, avec un ratio entre actifs et retraités qui se dégrade de plus en plus, qui pose des problèmes budgétaires, qui pose des problèmes de déficit public, qui crée des tensions sociales croissantes. Et ça va se produire de la même façon en Chine sur les décennies qui viennent. Deuxième souci, c'est l'endettement et le modèle économique intenable. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, les États-Unis ont un problème de déficit public considérable, un problème d'endettement aussi très élevé. Vous allez voir que si on creuse un peu, les données en Chine sont encore pires, elles sont même bien pires. Alors, je vais vous montrer là aussi des chiffres du FMI. Voilà, donc ces chiffres, ils sont disponibles, sont consultables sur le site du FMI. Donc, si on s'en tient dans un premier temps, alors vous avez les années ici, en 2019 jusqu'en 2024, retenez-les pour les colonnes. Après, c'est de la prévision. On va regarder d'abord les niveaux de déficit du gouvernement. Alors, donc voilà, c'est cette case ici. Ça, c'est le gouvernement central. Donc, le gouvernement, on est hors collectivité et province. On est déjà sur des déficits élevés. Donc, en 2019, moins 6,1. Actuellement, on est à 2020, on est à moins 7,4. Donc, c'est pas mal. C'est déjà même beaucoup. C'est plus que la France, par exemple. C'est même plus que les États-Unis actuellement. L'endettement en apparence, par rapport à dette publique sur PIB, ça reste encore à des niveaux acceptables et inférieurs à celui des États-Unis et de la France. Mais le gros souci, c'est que eux, ils ont des collectivités et des provinces qui s'endettent extrêmement rapidement, ce qui n'est pas le cas dans les pays occidentaux, où bon, l'endettement vient principalement du gouvernement central. Et si on regarde donc l'ensemble de la dette publique, donc vous voyez que on est déjà à 124% du PIB en prenant les collectivités locales et surtout le déficit public cumulé du gouvernement central et local est astronomique puisqu'on est à 13% de déficit public par rapport au PIB actuellement, c'est-à-dire à peu près le double de celui de la France. La France, comme vous le savez, n'est encore même pas un modèle de bon élève budgétaire par les temps qui courent. Mais bon, la Chine, on est au double. Et ça, c'est pas le tout. Donc, ce déficit public de 124% du PIB, c'est juste la dette publique. Mais vous avez après la dette privée. Et là aussi, les chiffres sont assez impressionnants. Alors, je vais retrouver dans le tableau, ça se passe ici. Donc, voilà, Domestic Credit to the Private Sector. Alors, vous voyez ici à quel point l'endettement est considérable. Donc, le secteur privé, on est à des niveaux d'endettement de 180% du PIB. Et pour l'endettement des entreprises, c'est 119% du PIB. Donc, on a un endettement massif qui conduit à un endettement global de la Chine, un ratio dette totale sur PIB supérieur à 300% actuellement. En Chine, ils ont un modèle économique qui, depuis plusieurs décennies, mais notamment depuis 10-15 ans,
est basé sur des subventions publiques massives aux entreprises pour qu'elles investissent dans des capacités de production toujours croissantes. Jusqu'à il y a, on va dire, une dizaine d'années, ça se passait plus ou moins bien parce que ça répondait encore à des besoins de développement du pays. Mais maintenant, on est clairement en surcapacité de production. On le voit sur les panneaux solaires, sur les automobiles, sur d'autres secteurs. Et cette surcapacité de production, ça conduit à une guerre des prix sur le marché intérieur. Ils n'arrivent plus à l'écouler sur le marché intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de l'exporter au prix qu'ils peuvent, donc à bas prix à l'étranger. Et ça crée évidemment des tensions croissantes vis-à-vis des partenaires commerciaux de la Chine. Ça crée des déséquilibres structurels dans les échanges internationaux. Et ça crée aussi des déséquilibres à l'intérieur, puisque comme on a une dette des prix, les entreprises se font la guerre et sont obligées de comprimer au maximum les salaires pour tenter, malgré tout, d'avoir un petit peu de marge dans un contexte de surproduction importante. Du coup, les ménages, les salariés ne profitent pas pleinement de la croissance du pays à cause de cette répression des salaires qui existent du fait de la surcapacité de production. Donc, c'est un modèle social qui est économique et social qui est extrêmement branlant, qui est à la merci de rétorsions à l'international quand les partenaires commerciaux comme les USA de la Chine mettront des droits de douane croissants, et qui est aussi à la merci de réactions sociales à l'intérieur au fur et à mesure que qu'une crise économique pourrait se développer à cause du surendettement du pays. Donc voilà pour ces problèmes qui sont tout à fait importants. Donc ça aboutit potentiellement à un risque comme je vous le disais, de remise en cause du contrat social en Chine. Et là aussi, alors il y a un autre facteur qui est à prendre en compte, c'est le niveau d'éducation de la population, un niveau d'éducation qui est croissant. On arrive à contrôler un régime autoritaire, en général, arrive à se maintenir sans trop de mal tant qu'on a des QI moyens de population à 85, 90. C'était le cas de figure en Europe au début du XXe siècle. Là, on avait des QI moyens encore assez bas parce que les conditions environnementales d'alimentation, les conditions sanitaires, mais aussi le système éducatif étaient vraiment sous-optimal et n'exploitaient pas le potentiel, le plein potentiel de la population. Et après, ça a remonté jusque dans les années 90 avant qu'on commence à rebaisser maintenant. Mais voilà, en Chine, on avait encore jusqu'à il y a quelques décennies cet ordre de grandeur en QI. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Dans les grandes villes, on a des QI moyens qui sont supérieurs même maintenant à la moyenne occidentale. Il reste encore dans les provinces les plus défavorisées, dans les zones rurales les plus défavorisées, des QI moyens qui sont dans la zone 85-90. Alors, je suis tombé sur cette étude scientifique qui a été faite sur des zones rurales assez défavorisées. Et ils ont fait des études et ils arrivent effectivement à ces niveaux-là, ces conclusions-là, qui sont assez décalées par rapport à ce qui est observé dans les villes. Mais tout ça, c'est en train de se corriger de plus en plus parce que le pays se développe quand même et globalement, on tend en Chine, vers des QI moyens qui sont à 100 ou plus. Donc, la population, globalement, va avoir de plus en plus d'esprit critique et de capacité à remettre en cause le régime actuel. Et puis, ensuite, on a un échec relatif de l'économie chinoise par rapport aux voisins équivalents. En termes de PIB par habitant, même s'il y a de la croissance en Chine, il y a un développement énorme que je vais certainement pas contester, parce que malgré tout, il y a eu quand même de l'ouverture économique en Chine qui est faite depuis quelques décennies, mais on est loin derrière le Japon, on est loin derrière la Corée du Sud en PIB par habitant, puisqu'en Chine, on était à 22 000 $ en 2023. Vous voyez, ce qu'il en est au Japon, c'est le double. En Corée du Sud, c'est plus du double.
On parle même pas de Singapour où on est à 127 000 $. Et Taïwan, qui est pas ici, se situe près des 80 000 $, entre 70 et 80 000 $, avec exactement le même peuple. Hein. Donc là, il n'y a pas de, on peut pas chercher de prétexte. Il y a vraiment un avantage considérable qui est donné aux pays similaires à la Chine, aux pays voisins de la Chine. Et ça, je pense que les Chinois s'en rendent compte de plus en plus, et ça sera un facteur de plus de déstabilisation à terme du régime chinois actuel. Alors on va me dire, Loïc Abadie, il est bien gentil, mais il ne connaît vraiment rien à la Chine. Il n'y a absolument pas d'opinion anti-parti communiste en Chine. La population est derrière son régime, vit très bien, est heureuse, etc. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que on a des faits concrets, notamment l'émigration de millionnaires, et ça se répète d'année en année depuis pas mal de temps. Là, vous avez la carte de 2023, vous voyez le bilan pour la Chine, moins 13 500, le bilan pour les pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada, Singapour, Australie. Clairement, les millionnaires ont envie de quitter la Chine pour aller dans d'autres pays où on a plus de liberté. Ça se répète en 2024. Hein, on a une émigration massive de millionnaires en Chine qui se dirigent vers les USA, le Canada, Dubaï pour la fiscalité et l'Australie. Et ça continue en 2025 à peu près au même rythme, hein, avec toujours cette émigration de millionnaires qui se dirigent toujours à peu près vers le même type de pays d'année en année. Donc visiblement, il y a un vote, je dirais, des plus riches au moins, mais qui est un signe fort en défaveur du régime chinois actuel. Bon, on retrouve un petit peu autre fait curieux. Hein, j'ai une épouse qui est vietnamienne. Le Vietnam est un pays qui a été en guerre contre les États-Unis pendant pas mal de temps, où il y a eu pas mal d'atrocités qui ont été commises. Donc, c'est un peuple qui aurait toutes les raisons d'en vouloir aux États-Unis. Et pourtant, au moins chez les jeunes générations ou celles d'âge intermédiaire, il n'y a absolument pas ce sentiment qui est présent. Au contraire, on sent que les États-Unis sont vus, parfois de façon excessive et à tort, comme une sorte d'Eldorado mythique, une sorte de rêve à atteindre, une sorte d'idéal. Donc, le jugement, en fait, est très positif sur les États-Unis au Vietnam. Donc, il ne faut pas du tout croire qu'il y a ce ressentiment qui existe parmi la population. Et je pense que en Chine, il y a probablement, même si je ne connais pas bien le pays, je le reconnais tout à fait, mais je me base sur des faits objectifs ici, il y a probablement le même type de sentiment. Et je ne pense pas que le Parti communiste soit vu au fond, au fond de l'opinion des personnes concernées de façon positive. Ensuite, la Chine manque d'alliés internationaux. Alors, les alliés de la Chine, qu'est-ce que c'est? On a le plus gros allié actuel, c'est la Russie. La Russie, c'est un régime qui est, pour moi, en fin de vie. Les choix géopolitiques de Vladimir Poutine sont absurdes, sont catastrophiques pour son pays, puisqu'il s'est lancé dans un conflit pour gagner quelques oblasts, quelques misérables oblasts en Ukraine, qu'il est en train de ruiner pour cela son économie, qu'il est en train de la vassaliser complètement par rapport à la Chine, et potentiellement de créer des conditions de déstabilisation de tout le glacis de républiques type les républiques islamiques qui sont au sud de la Russie, Tchétchénie ou d'autres, hein, il y en a, donc, qui à terme sont des facteurs de déstabilisation. Cette guerre en Ukraine n'a vraiment aucun sens, parce que gagner quelques oblasts alors qu'il n'y a aucune ressource stratégique à exploiter dans ces oblasts et que la Russie n'est pas capable déjà de mettre en valeur son propre immense territoire qu'elle détient en Sibérie et ailleurs, voilà.
Donc, c'est ce qui me fait dire que c'est un régime qui est en fin de vie. Le fait que la Russie pourrait temporairement gagner le conflit en Ukraine ou pas n'a aucune importance. Il finira, à mon avis, par tomber. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Fabry. Lorsqu'on a des dirigeants qui font des choix aussi mauvais, le régime, à terme, ne peut que s'effondrer. Il y a ensuite l'Iran, qui est un régime qui est détesté par la population locale. Le Venezuela, c'est pareil. Tous les Vénézuéliens rêvent, s'ils le peuvent, de mettre à bas Maduro. Et ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent pas le faire tout de suite, ils essayent de s'exiler. Bref, c'est certainement pas un régime solide. On a les voisins de la Chine, alors le Vietnam, les Philippines, la Corée, le Japon, ils sont menacés par le voisin chinois. Donc c'est certainement pas des pays qui vont s'allier à la Chine. Il y a une guerre sino-vietnamienne en 1979 et une très très longue histoire séculaire de conflits, d'invasion de la Chine sur le Nord-Vietnam. Donc c'est certainement un pays qui a plutôt peur de la Chine et qui aura tendance, donc ces pays-là vont avoir tendance à chercher un allié pour faire contrepoids. Et l'allié, le seul allié disponible sérieux, ce sont les États-Unis. Et puis l'Inde, malgré les bisbilles qu'il y a en ce moment avec Donald Trump, c'est sûr que Donald Trump n'a pas du tout joué finement avec ses droits de douane en Inde récemment, mais bon, malgré tout, ça va pas changer la donne fondamentalement parce que l'Inde est sur une trajectoire de confrontation avec la Chine. Tous les deux souhaiteraient avoir au moins une place de leader régional en Asie. Il n'y a pas de place pour deux dans ce domaine-là. Et puis, ça fait un petit moment que l'Inde est en conflit à la fois avec le Pakistan et la Chine sur ses frontières. Et comme la Chine soutient le Pakistan et en même temps est en conflit avec l'Inde, ils ont très très peu de chances de devenir amis dans le futur. Je dirais que même la Russie, sur la partie orientale de la Sibérie, a des sujets de conflit avec la Chine qui sont latents et qui peuvent refaire surface à tout moment. Donc, finalement, si on regarde, la Chine est extrêmement fragile. Quand vous regardez en face le réseau d'alliés que les États-Unis détiennent avec toute l'Europe, le Japon, toutes les économies développées, c'est totalement incomparable. Et puis, il y a le sujet du mercantilisme chinois, c'est-à-dire de l'écoulement de la surproduction industrielle chinoise qui crée des tensions internationales croissantes et qui ne favorise pas non plus une bonne image de marque de la Chine sur le plan international. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire, toutes les fragilités de la Chine, qu'il faut certainement pas sous-estimer et qui me font dire que à terme, je vois vraiment ce scénario comme étant le plus probable. Dans un premier temps, on aurait la chute du régime russe, qui est l'allié central de la Chine en ce moment. Une Chine de plus en plus isolée, avec des difficultés économiques croissantes du fait de son endettement, de ses déficits budgétaires considérables et de son modèle économique qui est intenable à terme, qui est avec une surproduction donc surinvestissement en capacité de production de moins en moins rentable. Et donc, il va amener à forcément une contestation croissante du régime. Donc moi, je verrai, alors la victoire que je vois des États-Unis, ça va évidemment pas être les GI qui vont débarquer en Chine et venir à Pékin planter le drapeau américain sur les bâtiments gouvernementaux chinois, ça, bien sûr, mais moi, je verrai par contre, en probabilité forte, un scénario URSS années 80, dans lequel le régime finirait par tomber. On a les premiers signes. Xi Jinping est en train de perdre de l'influence. Xi Jinping, c'est vraiment l'autocrate communiste traditionnel qui est de plus en plus contesté maintenant, qui n'a pas de très bons résultats économiques. Donc le parti communiste commence à s'en rendre compte.
Il sera peut-être remplacé dans les années qui viennent. Alors le remplaçant serait dans ce scénario-là peut-être plus libéral. Ça serait une sorte de Gorbatchev qui est encore à mi-chemin entre l'ancien mode de gouvernement et quelque chose et la perte de contrôle. Et ça serait par lui que se ferait à ce moment-là la perte de contrôle et une révolution qui amènerait à la chute du Parti communiste. Et ça serait à ce moment-là la victoire indirecte des États-Unis sur la Chine dans cette guerre froide. Alors cette victoire, elle signifie pas du tout l'effondrement économique de la Chine. Au contraire, ça pourrait être le redémarrage d'une nouvelle phase de prospérité, comme la chute du mur de Berlin en Europe avait relancé complètement toutes les économies d'Europe de l'Est, Pologne en tête, et il est très possible que la Chine suive une trajectoire de ce type et soit plus prospère après Révolution qu'avant. Ça, l'avenir le dira, mais voilà pour le scénario que je vois pour ce conflit Chine-États-Unis sur les 10 ans qui viennent. Et là, après réflexion, je suis en phase avec les analystes d'historiens comme Philippe Fabry.